Merci d'être venus nombreux ce soir pour la troisième évocation du Marquis de Sade qu'on a commencé cette semaine. Pour certains, je sais que vous venez de loin, donc c'est encore plus agréable pour nous de vous recevoir. Voilà, ce lieu est étrange, mystérieux, fascinant. Et il appartient maintenant à Pierre Cardin, et Pierre Cardin a eu l'immense générosité, amabilité de nous ouvrir ses portes, parce qu'il est chez lui, que nous sommes donc reçus chez lui. Et c'est un grand honneur pour moi, et j'espère un plaisir pour vous, que de partager ce moment en sa compagnie et en celle du Marquis de Sade. Ce Marquis de Sade, on a déjà beaucoup parlé de lui cette semaine, et là, on va parler en son nom. On a pris la liberté, François Vidal et moi-même, d'écrire un texte, une fiction, d'un marquis qui se meurt, qui en 1814 erre encore un peu dans les couloirs de la maison de fous de Charenton. Énorme silhouette, corpulence gigantesque, sorte d'homme qui tangue à la fin de sa vie, mais qui n'a rien perdu de sa superbe, qui impressionne encore les visiteurs et ses co-détenus en quelque sorte par l'éclat de ses yeux, d'un homme déterminé à ne pas mourir résigné, déterminé à dire toute sa colère, toute sa vindicte, toute sa hargne contre ce monde qu'il a si maltraité. Pourquoi si maltraité? En deux mots, je ne vais pas refaire la biographie de Sade, mais peut-être insister sur un des points les plus fondamentaux. C'est un homme qui a passé 30 ans de sa vie d'adulte en prison. 30 ans sans jamais n'être passé devant un tribunal, sans jamais n'avoir été jugé, passant simplement d'un système horrible à un système odieux. Le système horrible, c'était la lettre de cachet signée à son encontre par un système féodal pour des histoires qui, vues de nos jours, ne sont pas des faits divers, mais ne sont pas non plus des crimes. On dit communément que Sade n'a jamais tué personne, et pour autant il a été condamné à des peines qui relevaient de meurtres extrêmement graves. Et puis il est passé de l'autre côté de la Révolution, dans des condamnations tout aussi arbitraires, qui étaient les condamnations dues à un homme à une réputation épouvantable, due aussi bien aux actes qu'il avait commis lui-même qu'aux romans qu'il avait écrits, et cette confusion entre l'homme et les personnages de ces romans ont vraiment fait le malheur de Sade. Mais pour autant, il n'était pas innocent. Ce texte que nous avons écrit est une sorte de plaidoyer d'un homme avec lequel nous avons pris quelques libertés. Mais ces libertés sont vraiment faites, et je crois qu'on ne pourra pas nous critiquer ce point, pour révéler la stature de Sade, sa dimension psychologique. Et dans ce lieu, il nous est apparu que Sade serait de toute évidence dans ces murs, qu'on verra peut-être au coucher du soleil tout à l'heure sa silhouette apparaître. Fort heureusement, il n'y a pas de risque d'orage ce soir, parce qu'il faut dire que 3 fois sur 4, nous avons eu des manifestations organisées ici, enfin surtout Pierre Cardin l'an dernier, qui sont terminées dans un déluge effroyable. Jeudi, nous n'avons pas terminé complètement notre représentation puisque la pluie est tombée. Donc apparemment, ce soir, Sade s'est calmé. Car Sade avait très mauvais caractère, et mort, il n'est pas plus commode que vivant. Donc nous ferons attention de lui faire dire des choses qui ne vont pas le heurter. Et pour dire ces choses, j'ai eu le grand plaisir d'avoir l'accord de Bruno Raffaelli, sociétaire de la Comédie Française, qui va dire ce texte. Et maintenant, je vais lui donner la parole. Et j'ai la conviction, en ayant entendu un peu les répétitions, que M. de Sade est tout à fait contenu dans ce comédien. Et je pense que de grands frissons nous attendent. Merci de votre attention.
santé de Charenton-Saint-Maurice, chez les fous. Monsieur Donatien Alphonse François, marquis de Sade, à maître Finot, notaire. Ceci est mon testament. Le premier article concerne Madame Marie-Constance Quenet. Je veux témoigner à cette dame, autant que mes faibles pouvoirs me le permettent, mon extrême reconnaissance des soins et de la sincère amitié qu'elle a eue pour moi, sans répit, depuis le 25 août 1797. Sous le régime de la terreur, elle me ravit à la faux révolutionnaire, trop suspendu sur ma tête, ainsi que chacun le sait. Les sommes que je lui lègue sont susceptibles de composer un revenu suffisant à ses aliments et à son entretien. Le deuxième article contient mes ultimes volontés. Je défends expressément qu'on ouvre ma dépouille malgré le règlement de la maison de Charenton d'où j'écris. Je demande avec la plus vive insistance que mon corps soit gardé 48 heures dans la chambre où je décéderai et placé dans une bière de bois qui ne sera clouée qu'au terme de ce délai. Je veux que mon corps soit placé sans aucune cérémonie dans le premier taillis fourré qui se trouve à droite dans le petit bois de ma terre de Malmaison. Ceux qui désirent me donner une dernière marque d'attachement pourront suivre le cortège sans aucune espèce d'appareil. La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que par la suite le terrain de la dite fosse se trouve en garni et le taillis se retrouve en fourré comme il était auparavant. Les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes, excepté du moins du petit nombre de ceux qui ont bien voulu m'aimer jusqu'au dernier moment, et dont j'emporte un bien doux souvenir au tombeau. Enfin, on me fera injure à élever sur ma tombe une croix. Renonçons au ridicule système de l'immortalité de l'âme, fait pour être autant méprisé que celui de l'existence d'un Dieu aussi faux, aussi ridicule que lui. Abjurons avec le même courage et l'une et l'autre de ces fables absurdes, fruits de la crainte, de l'ignorance et de la superstition. Fait à Charenton en état de raison et de santé ce 30 janvier 1806. Ce 19 novembre 1814 à Charenton. Je parcours ces lignes écrites, voilà 8 années déjà. Je relis la copie de mes dernières volontés. L'original est déposé chez Maître Finot et de toutes ces lignes, il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Jadis, dans mon esprit, demeurait l'espoir caché de retourner sur mes terres, de finir mes jours en Provence. Il n'en demeure rien. Et de ma personne, que demeurera-t-il? Je balance entre la conviction qu'on oubliera mon nom à jamais et l'espoir que l'homme de lettres que je me targue d'avoir été soit un jour reconnu. Je ne doute pas qu'il faudra que passent les décennies pour que la fort mauvaise réputation qui tout au long de ma vie m'a suivi comme une ombre sinistre s'efface, que les esprits s'éclairent et examinent mes actes à la lumière de la vérité des faits et non pas à celle des mauvais procès qu'on me fit. Il serait bien triste qu'on ignorât toujours mes romans et mes pièces. Si c'était le cas, tant pis pour l'humanité. J'ai l'orgueil de croire que le monde que j'y ai décrit, les hommes et les femmes que j'y ai dépeints, composeront un jour la future société, celle qui se sera affranchie des lois absurdes, contraires à la jouissance. Jouissance que je proclame dans mon ultime souffle comme le principal élément constitutif de la nature humaine. À cette heure où je n'ai plus rien à attendre des hommes, si ce n'est le ferme espoir de les voir respecter les termes de mon testament, à cette heure où la nécessité de survivre, de lutter contre le froid, la faim, l'humiliation, la peur, s'atténue d'heure en heure, il est temps de laisser un témoignage de ce que je fus. Sans doute la mort viendra m'interrompre comme la nuit vient déjà obscurcir cette page. Je me nomme Donatien Alphonse François de Sade. Maudit je suis né et maudit je meurs.
Ce 20 novembre 1814 à Charenton, les hurlements des démons m'ont éveillé, on les a battus et ils se sont tus. Ma maison actuelle, je peux vous la décrire si votre cœur est capable de soutenir cette peinture. Que vos yeux découvrent, s'il se peut, un bâtiment obscur enfoncé dans la terre jusqu'au comble, séjour horrible, disposé de façon à ce que jamais l'air ne puisse en vivifier l'intérieur, à ce que jamais les sanglots ou les cris de ceux qu'on y détient ne puissent être entendus de personne, après que 7 ou 8 geôliers, conduits par un gros bon frère à visage rubicond, à l'air de santé et de joie, vous auront ouvert une petite cour dont les exhalaisons putréfiées empêcheront peut-être de poursuivre. Voyez, si vous le pouvez, plus de 20 malheureux jouissant de toutes leurs raisons, oubliés depuis des siècles dans cet asile du malheur, et qu'on ose, pour doubler l'horreur de leur position, confondre, assimiler avec des fous, des frénétiques, des gens attaqués de l'épilepsie, qui les empestent, qui les corrompent, qui les battent, sans jamais qu'ils aient autre satisfaction s'ils se plaignent que de s'entendre dire qu'ils peuvent se réfugier au fond de leur cachot si cette société leur déplaît. Y pénétrez-vous dans ces cachots infâmes? 4 murs humides remplis d'insectes vous offriront au milieu d'eux un chalit cloué contre un mur, une mauvaise chaise et une table pourrie, le tout sous la défense d'une porte à guichet afin qu'on puisse donner à manger aux malheureux sans être obligé d'entrer chez lui. Voilà ce que vous verrez. Voilà plus de 10 ans que je croupis dans cette sinistre maison sans espoir de retrouver cette liberté dont on m'a si atrocement privé. Je me prends parfois à penser que les portes de cette maison m'étant ouvertes et qu'un peu de vie me soit pour quelque temps offert, je prendrai la route de Lacoste, de mes terres en Provence, de mes garrigues et de mes bois. De mon château, je remonterai les murs ruinés, de ma tour, je contemplerai la seigneurie du marquis de Sade. Désormais, j'y mènerai une existence paisible. Mais ici, le rideau va tomber, je le sens bien. La mort. Je l'ai maintes fois croisée, et à cette heure, pour dire le vrai, elle m'indiffère. C'est dans l'ivresse de la jeunesse que je me suis battu à la bataille de Hanovre. J'étais cornette au carabinier du comte de Provence et j'avais 18 ans. C'est dans la rage de ne point me laisser enfermer que jeune homme j'évite les balles, les hommes de mon persécuteur, Marais, lors de mon évasion à Valence, Marais, la créature policière de mon ignoble belle-mère, le vil inspecteur qui à Lacoste se saisit de moi en pleine nuit, son arme sur ma tempe. Une arme encore, celle du père de Justine, et ce coup de feu que ce dément lâcha sur moi pour me forcer à lui rendre sa fille et qui, par miracle, m'épargna. La mort, toujours, je la pressentis à Vincennes, à la Bastille, à Picpus. Ici, à Charenton, dans toutes ces affreuses maisons où je fus détenu pendant 30 ans et plus, ces maisons où rien des plus cruels traitements, des fièvres les plus virulentes, des coups les plus violents ne me furent épargnés. Depuis quelques jours, du plus profond de mon corps, des odeurs fades et tenaces se répandent et rivalisent avec les pestilences de l'air qu'ici je respire. Il est temps que la mort fasse son œuvre. Je me nomme Donatien Alphonse François de Sade. Maudit je suis né et maudit je meurs. Ce 21 novembre 1814, à Charenton. Aujourd'hui, j'ai vu défiler les visages de mes proches. Et il est bien prévisible que ce soit la dernière fois. Delphine de Dalarue, ma nièce fidèle en son affection. Adieu, ma chère nièce, qui n'a pas craint de braver la consigne familiale de me tenir pour mort depuis si longtemps. Adieu aussi, toi, Madeleine Leclerc, ma protégée qui, du haut de tes 16 ans, a assouvi mes ultimes feux. Adieu, ma douce Constance, si acharnée à parer mes derniers jours d'un voile de dignité. Grâce te soit rendue, car sans toi, tes sacrifices et tes bontés, je serais positivement mort de faim et de froid depuis plus de 15 ans. Grâce soit rendue à la bonne et honnête bourgeoise, aimable, douce et spirituelle, que toujours tu fus. Quant à toi, Claude Armand de Sade, crois-tu que je sois dupe du sens de tes visites?
Elles sont l'espoir et l'attente d'un fils qui vient au chevet d'un mourant, non pas dans la crainte de sa mort, mais dans la hâte et le soulagement que tu auras à jeter au feu mes effets, mes écrits, mon souvenir, tant est lourd de ta honte d'avoir eu un père tel que moi. Je peux à peine écrire quelques instants par jour, tant mes yeux sont fatigués. Un engouement pulmonaire en forme d'asthme me fait suffoquer, et mes parties génitales me sont devenues si intolérablement douloureuses que le recours à un suspensoire est désormais indispensable. J'ai le plus grand mal à faire quelques pas dans mes cellules. Je suis devenu si énorme que le matin, trois de mes infortunés co-détenus doivent s'employer à m'extraire de ma couche. Je m'amuse à penser à la rage et à la peine de mes geôliers quand ils auront apporté mon corps de mon lit au cercueil. Mais la tête est encore vive et le souvenir de mon existence ne s'embrume pas. Je sais tout des épisodes de ma vie, n'ai rien perdu du souvenir des hommes et des femmes qui ont fait ma compagnie et peux décrire très exactement chaque trait de ceux que j'ai connus. Mais pour l'heure, les visages qui m'importent sont ceux qui peuvent encore me sauver de l'indigence, ceux qui perçoivent mon revenu, vendent mes récoltes, administrent mon bien. L'argent, mon argent, l'argent me fait défaut. Je suis positivement au seuil de la misère. Voilà bien une quinzaine que mon fermier de Saumane m'a envoyé mon argent. Je vais le lui réclamer tout à fait cessant, le coquin. Croit-il qu'il me friponnera encore longtemps? Mon cher Pépin, donnez-moi des nouvelles de ma demeure en Provence. La coupe de bois de la garrigue est-elle terminée? Il faut activer cette opération, tirer le meilleur parti possible. Une partie de la vente paiera les réparations les plus urgentes du château et pour le surplus, je l'attends avec la plus grande impatience. Le besoin que j'ai de cet argent est inexprimable. Je sais bien que pas un sol ne viendra plus jamais de Provence. Mais j'ai tant réclamé mon dû que je ne sais pas me l'interdire. Je me nomme Donatien Alphonse François de Sade. Maudit je suis né et maudit je meurs. Ce 22 novembre 1814, à Charenton. Quand donc mon horrible situation cessera-t-elle? Quand me sortira-t-on, grand Dieu, du tombeau où l'on m'a englouti tout vivant? Il n'est rien d'égal à l'horreur de mon sort, rien qui puisse peindre ce que je souffre, qui puisse rendre l'inquiétude qui me tourmente et les chagrins qui me dévorent. Je n'ai ici pour moi que mes larmes et mes cris, et personne ne les entend. En ces jours d'hiver, le peu de lumière qui s'élève par-dessus les hauts murs de cette prison disparaît à peine qu'il apparaît. Signe de ma fin prochaine, cette heure de déclin qui généralement oppresse ma poitrine laisse mon âme en paix. Je suis déjà dans cet autre monde dont je ne doute pas qu'il soit meilleur que celui que je quitte, absurde et affreux, peuplé d'imbéciles et de propagateurs des vices les plus révoltants. Ce feu intérieur qui me consume depuis toujours et qui a fait de moi l'être le plus indocile que la terre ait jamais porté, semble s'être éteint. À quoi bon protester contre cet ultime enfermement? On m'a voulu en prison et je le fus. 3 décennies. J'ai attendu la justice, jamais elle ne vint. J'ai attendu le secours de ma famille, jamais il ne vint. J'ai espéré un gouvernement digne dans ses principes et ses pratiques. En vain, j'attends donc la mort et sa délivrance. Monsieur de Sade, sans ses cris d'indignation, le poing tendu vers les hommes et le ciel, n'est plus Monsieur de Sade. Son cadavre est bientôt à la disposition de ses tortionnaires. Tortionnaires. Venez, venez, et prenez-moi sans plus attendre. Ce 23 novembre 1814,